hello à tous, hello à toutes, bienvenue dans ce nouveau talk TPC avec toi Farah, CTO chez Worklife. On est très curieux, n'hésitez pas à nous dire ce que vous faites et ce qui va vous intéresser dans ce talk. Où est-ce que vous bossez? Est-ce que vous êtes plutôt côté CTO? Est-ce que vous êtes lead dev? Est-ce que vous êtes plutôt côté produit? Et surtout, quelles sont les problématiques que vous pouvez avoir dans vos équipes tech et produits? Je sais qu'il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup dans les équipes tech. C'est un long fleuve pas tranquille, une équipe de développement. Et oui, Donc voilà, ça a été un peu tout l'échange qu'on a eu il y a quelques semaines avec toi, Farah. On a énormément ici chez TPC, on échange beaucoup avec des scale-up, avec des startups et avec leurs équipes tech et leurs leaders techniques. Et à chaque fois, on a des problèmes d'organisation, de management, d'engagement, de bonnes pratiques qui émergent. Et en fait, moi, ce qui m'a frappé, c'est que tu avais une vision, lorsqu'on a échangé, Farah, tu avais une vision assez spéciale, je trouve, de la chose, assez pragmatique aussi. Et je pense que c'est dû à ton expérience, à ton expertise, le fait d'être passé chez Encore Store en tant que Head of Engineering, le fait d'avoir une grosse expérience avec des gros contingents, des grosses squads chez MangoPay, ton passage également chez Livestorm et maintenant chez Worklife. Donc tout ça, c'est très, très riche. Et j'ai voulu nous permettre d'avoir ce retour-là et d'avoir cet échange-là. Donc, merci beaucoup à toi. Je vais te laisser te présenter. Hello tout le monde. Salut John, salut Benoît, salut Stan. Dites-nous ce que vous faites. On va être très curieux et de toute façon, tout au long de ce talk, on va vous solliciter pour savoir comment est-ce que vous faites dans vos équipes et quelles questions vous pouvez avoir par rapport au parcours de Farah et par rapport à ses expertises. Donc, on va parler de gestion de crise, scaling d'équipe, leadership et management moderne, productivité, culture tech. Voilà, ça va être un peu les grandes thématiques. Bienvenue chez The Product Group pour celles et ceux qui ne nous connaissent pas. Nous sommes un cabinet de recrutement tech avec une orientation très communautaire, c'est-à-dire que ce qu'on fait globalement, aujourd'hui, ça fait 4 ans qu'on existe. On a un peu plus cette slide n'est pas à jour, on a un peu plus de 1000 entreprises accompagnées et on les met en relation pour leurs besoins tech et produits et data exclusivement avec les membres de la communauté TPC qui sont des gens plutôt quali, plutôt experts dans leur domaine et confirmés, voire seniors. Voilà, on a un playbook qu'on voudrait vous partager de recrutement de profil tech. N'hésitez pas à le scanner. Vous avez aussi les bonnes pratiques côté salaire dans la tech à droite. N'hésitez pas à regarder, on va vous envoyer les liens. Et de manière générale, vous avez énormément de ressources sur notre site web. Donc voilà, je vous invite à regarder. Et puis, bien évidemment, on a plus de 80 jobs ouverts actuellement en tech, seulement sur la partie tech, et quasiment autant sur la partie product. Donc, si vous êtes en recherche, n'hésitez pas à vous inscrire, n'hésitez pas à vous mettre en actif. On sera ravis de vous accompagner, quel que soit votre niveau de seniorité. Voilà, des exemples d'entreprises qu'on a accompagnées également. Donc, pareil, si vous êtes côté recrutement ou si vous avez des problématiques ou des questions à poser, on sera ravis d'y répondre. Sur ce, j'arrête mon partage d'écran. Bienvenue à toutes et à tous. Farah, welcome. Merci beaucoup de ta présence. Je suis ravi de faire ça avec toi. un grand plaisir encore, Mehdi, d'être parmi vous aujourd'hui. Et bonjour à toutes et à tous. Vraiment, je suis extrêmement contente de pouvoir être là. Je connais très bien la communauté et j'adore ce que vous faites. Donc, du coup, voilà, j'ai hâte de ce qu'on va discuter aujourd'hui. Yes, carrément. Peut-être commençons rapidement, tu vois, pour ceux qui ne te connaissent pas, par ton parcours. Ton parcours, Farah, tu as été dans pas mal d'aventures. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu les moments un peu marquants qui t'ont amené jusqu'à Worklife? Oui, totalement. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, donc moi, je suis Farah Chapchouk, je suis aujourd'hui la CTO de Worklife. Pour Worklife, petite parenthèse, on est une entreprise qui propose une solution pour la gestion des avantages salariaux. On travaille
exclusivement aujourd'hui quasiment avec que des grands groupes. On a comme clients Amazon, Adecco, Chanel, Abeille Assurance, donc vraiment pas mal de beaux noms. Et en fait, moi, avant Worklife, j'ai fait 8, voire même quasiment 9 années dans le milieu startup scale-up. J'ai commencé avec Litchi et j'ai commencé mon parcours en tant que quality engineer d'ailleurs. Ça, c'est pas très commun d'ailleurs pour les CTO, mais moi, je suis très fière de pouvoir monter avec cet ADN qualité qui m'a toujours animée. Et par la suite, j'ai été aussi Head of Quality chez MongoPay. J'avais sous moi des équipes aussi bien de Quality Engineer, de DevOps, plutôt la gestion des incidents d'ailleurs, plus que DevOps pur, puisqu'on travaillait sur l'observabilité à l'époque. Et par la suite, j'avais quitté MongoPay pour aller chez Livestorm pour structurer les équipes qualité qui étaient là pour un rôle d'ailleurs de no QA, donc qui avait plus une casquette d'engineering et qui travaillait sur aussi bien la pipeline que les outils. Et par la suite, je suis partie sur une micro-aventure entrepreneuriale avec une casquette produit, avec un poste de CPO. Et enfin, avant de rejoindre Worklife, j'ai été chez Encore Store pendant plus d'une année où j'ai travaillé derrière vraiment les fonds du moteur pour le scale, où on a scalé les équipes de 60 à 300 quasiment product and tech en moins de 6 mois. Et c'était vraiment une aventure assez folle où du coup, moi, j'avais un rôle transverse pour s'assurer encore une fois que pendant le scale, la productivité et la qualité soient au rendez-vous. Donc, et c'est là où j'ai travaillé avec des équipes d'engineering de toute espèce, du front, back, du DevOps. Donc, voilà, aujourd'hui, je gère une équipe qui est d'une vingtaine de personnes avec toute expertise confondue. Et voilà, c'est un peu le parcours que j'ai fait tout au long de ces dernières années. Non, ouais, super intéressant. Moi dans ce parcours-là, tu vois, une des choses qui m'a pas mal marqué, c'est Encore Store, où je crois que t'es pas mal intervenu sur la réorga d'équipe, sur le recrutement, sur la code quality et les process. Et en fait, moi, ce que tu m'as évoqué en particulier, c'était cette notion de modern engineering, un peu à la Netflix, à la Stripe, à la Google, chez Encore Store. Ça veut dire quoi? C'est quoi du modern engineering, Farah? Alors, en fait, je pense que pour mettre les choses dans leur contexte, il est important de comprendre à la différence de boîtes qui sont peut-être avec des fonds derrière qui sont des fonds européens ou des fonds français. Chez Encore Store, on avait des fonds qui étaient, les fonds majoritaires à l'époque, c'était des fonds américains. Donc du coup, avec un fonds qui est très connu, qui s'appelle Tiger Global, qui est d'ailleurs derrière Meta, derrière pas mal de gros noms à la Silicon Valley, et qui en fait, toute la vision de ce genre de fonds-là, c'est que la valorisation d'une boîte, elle se fait à travers la valorisation des équipes techniques. Et ça, en fait, ça se traduit par le fait qu'il faut vraiment avoir pas mal de personnes dans tes équipes et des personnes qui peuvent être les meilleures sur le marché, donc des devs incroyables et qui sont là, qui sont très productifs, qui ont un code quality qui est incroyable pour que par la suite, tu puisses du coup dire « Ok, ma boîte, elle vaut tant parce qu'elle a cette capacité d'innover et voici les chiffres qui le montrent. » Et ça, c'est 100% du modern engineering. En gros, avant les bulles d'Internet, c'est pas comme ça qu'on réfléchissait à la tech. Et donc, du coup, ça demande par la suite des vrais sujets opérationnels. C'est-à-dire, par exemple, chez Encore Store, on avait pris le parti de monter une équipe plateforme qui était là pour mettre en place tous les outils en open service pour que les équipes, par la suite, aillent récupérer les outils et puissent être autonomes dans la réalisation de projets. Et du coup, typiquement, quand ils avaient besoin de plugger un nouvel outil à la CI, bah, ils n'avaient plus besoin d'aller voir les équipes infra. Ils avaient tout ce qu'il fallait dans ce qu'on mettait en place avec notre CLI, avec du coup cette plateforme engineering team. Et en fait, du coup, ils étaient plus ou moins autonomes. Et donc, ça faisait que par la suite, ils pouvaient gagner en productivité et ainsi de suite. Donc, c'est vraiment une vision qu'on n'a pas souvent dans les boîtes européennes. Ce que j'allais demander, ça, c'est pas une pratique, l'équipe plateforme engineering qu'on voit de plus en plus. Ah si, on la voit de plus en plus grâce à ça, grâce à cette bulle et grâce au fait que les investisseurs américains
s'intéressent de plus en plus. Et d'ailleurs, pour la petite anecdote, la plateforme Engineering, elle vient à la base de Spotify, qui est une boîte européenne. Et donc, du coup, c'est aussi Spotify qui en beaucoup Spotify, œuvré. ils ont inculqué tellement de bonnes pratiques, que ce soit autour de l'agilité, autour de ça maintenant. Totalement. Et en fait, du coup, le point là-dessus, la philosophie, c'est de dire comment je m'assure que j'ai une développeur experience qui est tellement incroyable que mon développeur, il va pouvoir être productif, il va plus se soucier des petits problèmes qu'il peut rencontrer au quotidien et de beaucoup d'allers-retours entre d'autres équipes qui pourraient du coup le ralentir. Et du coup, il va être dans de bonnes conditions pour pouvoir produire quelque chose de qualitatif. Donc, c'est comme ça qu'on a réfléchi chez Encore Store dès le départ quand on s'était dit qu'on va avoir du scale sur les équipes techniques. Et en fait, cette équipe de platform engineering qui réfléchissait à la developer experience d'une manière transverse, elle était primordiale pour le scale. Qu'est-ce qui était, tu vois, tu as un ou deux exemples, tu vois, de solutions apportées par le platform engineering, justement, qui te facilitent la vie en tant que dev? Totalement. Et ben, en fait, quand j'avais rejoint Encore Store, on avait un vrai problème qui était le problème, en fait, qu'il n'y avait pas assez de tests end-to-end sur la plateforme. Et en fait, on avait une équipe d'ingé qui était déjà à 60, mais qui n'avait pas une vraie CI qui était robuste, etc. Et un des sujets clés sur lesquels on avait travaillé à l'époque, c'était de se dire, OK, on va mettre en place le framework de test qui marcherait le plus avec les équipes back-end parce que c'est eux qui vont travailler sur le cœur du moteur et c'est eux qui bossent. On était sur une techno PHP, donc du coup, on est allé chercher un framework qui parlerait le mieux avec PHP et on va mettre des templating de comment on va faire les factories pour que par la suite, quand un développeur va pouvoir commencer à faire son test auto, puisque du coup, ils étaient autonomes, hein, il n'y avait pas de QA qui faisait des tests à leur place, quoi que ce soit, et ben, il va savoir avoir des templating de comment bien faire ses factories, comment penser par exemple à des stubs et des mocks pour pouvoir simuler des services externes ou même des services internes parce que on ne voulait pas avoir des problématiques sur la CI. Et ça, du coup, par la suite, ça fait qu'en un mois, on a couvert quasiment 100% des parcours critiques juste avec ça. Et c'était les développeurs qui l'ont fait. Et en fait, ils l'ont fait d'une manière naturelle. Et par la suite, on a de plus en plus amélioré notre couverture et on était de plus en plus serein sur les mises en production. Pour vous donner une idée, chez Encore Store, il y avait en moyenne entre 5 et 20 mises en prod par jour. Sans interruption de service. Donc, du coup, si on n'avait pas mis en place cet outil-là, qui était le framework de test, plus les templating pour les factories, etc., en fait, ce qu'on risquait par la suite, et d'ailleurs ce qu'on avait au début avant de faire cette initiative, c'est soit ne pas avoir de couverture, soit avoir une couverture de test qui n'était pas forcément la bonne, qui avait pas mal de flaky tests, donc du coup des tests qui n'étaient pas fiables, et qui par la suite allaient réduire la productivité de nos développeurs et même leur qualité, en fait, la qualité de vie dans laquelle ils les étaient en train de développer au quotidien. Donc voilà, donc ça te donne une idée, mais bien évidemment, ce n'était pas le seul. Il y avait aussi un autre point que je pense qui est intéressant à dire, parce qu'on parle, depuis tout à l'heure, je parle pas mal de productivité. L'équipe plateforme avait également mis à l'époque un outil qui nous permettait de suivre d'une manière quotidienne les Dora Metrics. Donc, je ne sais pas si tout le monde est à l'aise avec les Dora Metrics, mais en fait, c'est 4 métriques qui viennent du DevOps Research and Assessment Community, qui en fait parlent de la productivité et de la qualité du développement. Donc, qui sont le cycle time, le release frequency, combien on a de failure time et combien on a de time to recovery. Et en fait, ces 4 métriques-là permettaient aussi bien à un développeur d'une manière individuelle de pouvoir savoir lui où est-ce qu'il se situait dans les standards de la boîte, mais permettaient également aux managers des différentes équipes de savoir à quel point leurs équipes ils étaient productifs, où est-ce qu'ils avaient des problèmes et comment on pouvait les aider au quotidien pour améliorer tout ça. Voilà. Très chaud si vous avez des outils comme ça, ou des frameworks de réflexion comme ça pour aider à la productivité d'une équipe de dev. N'hésitez pas à nous les envoyer en commentaire. Très, très chaud pour voir qu'est-ce que vous mettez en place. Alors, Encore Store, donc ça, c'était dans la phase de scale, Farah. En revanche, il y a eu la phase de descale après. Oui. Le VC Winter est passé par là. Le VC Winter, comme l'ont connu beaucoup de scale-up. Je pense, on est 120 là sur le talk. Je pense que
Beaucoup d'entre vous ont probablement connu ça à plus ou moins grande échelle. Toi, comment ça s'est passé? Comment ça s'est matérialisé, voilà, ce problème pour un peu lever et derrière, en fait, le descale des équipes? Ouais, alors en fait, c'était une période pour moi ultra formatrice, aussi bien professionnellement que personnellement, parce que ça fait jamais plaisir de descale, hein. Clairement, c'est des problématiques qui font que aussi bien sur les équipes et l'engagement des différentes personnes qu'on a, ça a un impact, mais ça a surtout des impacts sur des individus qu'on a dans les équipes qui se sont peut-être donnés à fond. Et nous, on a eu des cas comme ça chez Encore Store, mais malheureusement, d'une manière pragmatique, pour survivre en tant que boîte, il fallait qu'on fasse des choix difficiles. Et en fait, ce qui était incroyablement frappant pour moi, c'est qu'en fait, le VC Winter, pour ceux qui se rappellent, a commencé au mois de mai, juste après la guerre le début de la guerre en Ukraine. Et en fait, on a commencé à avoir des bruits de couloir un peu sur X, etc., pour dire, en fait, il y a Meta qui commence à licencier, à faire du hiring freeze. On commençait à entendre vraiment ces mots qu'on connaissait peut-être pas assez d'ailleurs dans la tech, surtout avec la bulle de levée qu'on a eue depuis les années 2014 jusqu'à la fin du Covid et jusqu'à ce fameux VC Winter. Et en fait, chez Encore Store, comme je disais, pour la petite anecdote, nous, on avait Tiger Global qui était derrière. Et en fait, du coup, ce qui se passait chez Meta, il se passait chez nous en temps réel. C'est-à-dire quand les gens me disaient ouais, écoute Farah, chez Meta il y a du hiring freeze, comment ça se passe chez toi? Et en fait je ne les ai pas dire parce que bien évidemment on a des clauses de confidentialité en tant que head of engineering, on ne peut pas tout dire non plus partout, mais à l'époque oui, en fait chez nous aussi on avait des consignes de hiring freeze, et ça avait commencé comme ça. Et en fait, pour la petite anecdote, nous on avait énormément recruté sur la partie back-end, on avait réussi à recruter énormément sur le back-end, un peu moins sur le front. Et en fait, on n'arrivait pas, pendant la période du scale, à avoir un recrutement qui soit homogène sur toutes les équipes. Donc, en fait, quand on nous a annoncé un hiring freeze, c'était un peu la douche froide pour tout le monde parce qu'on avait des équipes qui n'étaient pas proportionnellement bonnes pour assurer la continuité des services dans le meilleur des mondes, quoi. Par exemple, on n'avait pas assez de DevOps, on n'avait pas assez de front, on n'était pas assez équipé encore en product. Donc, on avait des problématiques dures à gérer. Et donc, à ce moment-là, on commençait déjà, nous, au moment du hiring freeze, à se dire comment on va s'assurer que certaines équipes peuvent travailler. Parce que si typiquement, on va avoir beaucoup de back-end et en fait, là, on ne peut plus recruter du product, clairement, on est obligé en fait, d'aller faire du licenciement de personnes côté back-end parce qu'en fait, on ne va rien pouvoir leur donner à faire. Et donc, en fait, ces questions-là de hiring freeze au mois de mai se sont transformées très rapidement au mois de juin, juillet, en fait, il va falloir qu'on cut des teams. Alors qu'à la base, on était juste, en fait, on va arrêter de recruter. Parce que pragmatiquement, tu n'as plus le choix. Et donc, c'est comme ça qu'on a fait, par exemple, le choix à l'époque on devait lancer une application mobile, donc on voulait faire un MVP, etc. On avait toute une équipe qu'on avait prise pour la partie mobile. On a dû malheureusement se séparer de cette équipe-là. Mais l'ensemble de l'équipe, du product au dev iOS, Android, etc., on a tout arrêté. Et en fait, cette tendance-là, elle a continué comme ça pendant quelques mois à faire des choix difficiles, parce que par la suite, on a pu re-recruter un tout petit peu pour vraiment mettre les équipes à plat, comme je le disais tout à l'heure, avoir les expertises qui manquaient. Mais malheureusement, voilà, on a dû quand même faire des choix assez durs tout au long des 6 mois qui avaient suivi, parce que fallait qu'on ait quelque chose qui tienne la route. Et en fait, d'un point de vue que ce soit économique ou même organisationnel, ça faisait plus de sens de pouvoir avoir des équipes qui soient assez grandes et avec pas 100% des expertises ou pas 100% des capacités pour pouvoir du coup supporter l'investissement derrière. Donc voilà, c'était pas simple, mais c'était une belle expérience en termes de ce que j'ai appris, on va dire, d'humain. Ouais, il y a vraiment beaucoup de scale-up. Je pense que l'une des toutes premières, en tout cas, moi que j'ai vu passer, ça a été Sunday, qui a annoncé, en France en tout cas, ça a été Sunday. Ils ont annoncé 90 départs. Ils sont juste après, en 2022, je crois, fin 2022 ou début 2022, pardon. Et puis ils se sont repris une marée noire de commentaires, mais quand tu regardes derrière aujourd'hui l'impact que ça a eu, parce que ça leur a permis
alléger énormément la masse et puis derrière de repenser leurs produits et leur stratégie tech et produits, bah, ça a eu un impact assez positif. Et d'ailleurs, on reçoit le CTO Arnaud Lemaire dans quelques semaines, donc ça va être assez intéressant de lui parler de ça. Avant ça, tu avais eu, une des expériences aussi qui m'a marqué lorsqu'on a échangé, ça a été chez Litchi, ton parcours. Notamment avec cette fameuse histoire autour de la cagnotte pour les gilets jaunes, pardon. Tu veux nous raconter un peu cette histoire ou comment le réel impacte la tech dans les startups? Yes. Juste petit aparté pour notre sujet d'avant, pour te dire, en effet, quand tu réduis les équipes, ton focus il est meilleur. Moi, j'aime bien toujours le dicton qui dit « tout seul, on va plus vite, ensemble, on va plus loin ». Faut jamais, en fait, oublier la complexité qu'on ajoute quand on rajoute des nouvelles personnes. Il y a beaucoup de gens qui pensent qu'en recrutant, on va avoir une baguette magique, on va aller 2 fois plus vite. Généralement, si on arrive déjà à aller à la même vitesse, c'est déjà incroyable. Donc, que dire aller 2 fois plus vite, ça arrive plutôt à l'étape d'après, quand on aura tout bien organisé. Donc ça, c'était pour finir le premier sujet. Mais pour l'histoire de Litchi, MongoPay avec les cagnottes pour les gilets jaunes, en effet, en fait, je pense que dans un parcours d'engineering, on a tous eu, en tout cas pour les personnes qui nous regardent aujourd'hui, je suis sûre que vous avez tous déjà eu des anecdotes sur des problèmes en production, sur des expériences utilisateurs qui remontaient et qui sont anecdotiques. Et en fait, moi, j'en ai une qui m'a beaucoup marquée, c'est celle des cagnottes de cheminots et dans laquelle j'avais déjà parlé avant. En fait, pendant la période des Gilets jaunes, il y a eu une affaire qui a été extrêmement médiatisée, celle de Christophe Détinger, qui était un boxeur, qui a en fait agressé les forces de l'ordre. Et en soutien à cela, des Gilets jaunes ont créé une cagnotte sur Litchi pour du coup financer, on va dire, la personne et la soutenir financièrement. Je crois que c'est pour financer ses frais d'avocat, ses frais juridiques. À l'époque, ça a été ultra médiatisé comme affaire. Je me souviens, on les a tous vus, ces images de Christophe Détinger sur le pont, en train de se battre avec les forces de l'ordre, etc. Ça a eu vraiment un écho assez incroyable. Exactement. Et en fait, ça a eu encore un écho chez nous, chez Litchi et MongoPay, quand on a été top tweet, je pense, pour Litchi, peut-être pendant 2 jours ou quelque chose comme ça consécutif. On est passé sur toutes les plateformes. On parlait de nous sur BFM, sur TPMP. Bref, on était ultra couverts médiatiquement à cause ou grâce à ça, je ne sais pas. Mais pour la petite histoire, en fait, nous, au moment où cette cagnotte elle a commencé à être super médiatisée, on commençait à avoir un flux entrant sur la cagnotte en termes de personnes qui voulaient contribuer, qui est devenu de plus en plus important, tellement important qu'en fait, on n'arrivait plus à processer normalement les contributions sur la cagnotte. Donc, en gros, on avait un énorme ralentissement sur le processing des paiements des utilisateurs. Et on a vu cela quelques heures après l'engouement, parce qu'on ne l'a pas vu tout de suite. En fait, le trafic, on le gérait tellement bien qu'on voyait clairement qu'on avait un hausse de trafic, mais on ne voyait pas qu'on avait des problèmes de latency sur le processing des paiements. Et du coup, en fait, une fois qu'on a vu le problème, là, c'était plutôt un énorme challenge qui était de comment on fait pour s'assurer que toutes les transactions toutes les contributions qui ont été faites sur la cagnotte, elles soient prises en compte, sachant que des personnes n'ayant pas vu leur contribution, contribuaient en double, en triple, en quadruple, parce que en fait, ils mettaient leur carte, ils payaient, mais en fait, ils voyaient pas le prix de la cagnotte, la valeur de la cagnotte augmenter. Et donc, du coup, tout ce qu'on a fait, c'était qu'on a augmenté l'ingestion des événements de paiement du coup par rapport à nous. Donc, on récupérait les paiements plus rapidement. Et en fait, cela, on le faisait avec des workers, du coup, d'une manière asynchrone, en processant les events qu'on avait sur RabbitMQ. Et du coup, en fait, c'était d'une manière périodique, le montant de la cagnotte se mettait à jour toutes les X secondes. Et en fait, les gens, comme l'affaire elle était super médiatisée, commençaient à suivre et en fait se sont rendus compte que toutes les X minutes, la cagnotte se mettait à jour. Donc, il y a eu toute une polémique et une théorie du complot qui était sortie, qui était, en fait, il y a des bots russes
qui sont en train de mettre de l'argent sur la cagnotte et c'est pas des vraies personnes. Donc, du coup, c'était vraiment un double buzz pour nous parce que non seulement la cagnotte en elle-même, elle était problématique, mais en plus de ça, l'incident et la manière dont on a réglé l'incident était elle-même devenue un flux de spéculation incroyable. Mais c'est incroyable. Mais vous dites quoi à ce moment-là en interne? Vous êtes comment? Vous devez être sur le feu, quoi, en fait. Ah, mais en interne, on était plus que sous le feu. On avait passé des nuits à régler la prod, etc., à aussi être en lien avec nos équipes marketing pour savoir comment réagir. On a d'ailleurs fait à l'époque, et je pense que c'est un article qui existe toujours, qui parle de la théorie du complot, dans lequel du coup on a détaillé les tenants et les aboutissements techniques de pourquoi ça s'est fait comme ça. Que personne ne lit, évidemment. Et ça, écoute, ça a été quand même un peu relié, mais clairement, en fait, le truc, c'est que là, on parle quand même d'event, de processing sur RabbitMQ, donc va demander à monsieur tout le monde de comprendre ce que nous, novices de la tech, on comprend. Donc rien que nous, en interne, moi, je pense que ça nous a fait énormément grandir parce que ça nous a mis en lumière qu'en fait, quand tu es une boîte qui fait du B2B, du B2B2C ou qui fait du B2C, en fait, tu ne peux pas ne pas penser à bien communiquer quand tu as des incidents à tes clients et surtout bien le communiquer dans leur langue et même quand tu penses à des remédiations, être plutôt proactif. Parce qu'à l'époque, moi maintenant, je me dis qu'à l'époque, si on avait peut-être communiqué d'une meilleure manière proactivement, peut-être qu'on n'aurait pas eu cette théorie du complot. Mais bon, à l'inverse aussi, s'il n'y aurait pas eu cette théorie du complot et tout l'engouement médiatique, etc., déjà Litchi n'aurait pas eu une pub, hein, parce que mine de rien, aujourd'hui, quand on a des bad buzz comme ça, ou des good buzz, ça fait de la pub et ça te crée de la notoriété. Mais aussi, on n'aurait pas grandi dans les équipes techniques à aller nous challenger pour régler le problème assez rapidement, parce que du coup, il fallait être ultra, ultra proactif. Hein. Nous, dans les équipes techniques, on avait des gens qui étaient en train de regarder, monitorer la prod, mais on avait aussi des gens qui étaient en train de regarder les top tweets, parce que c'était aussi ultra rigolo. Donc voilà, et ça nous mettait une bonne pression qui était super positive et qui nous a permis du coup de régler le problème. Moi, je pense assez rapidement d'ailleurs. On n'avait pas traîné à l'époque pour le régler. Ouais, une vraie histoire de guerre, comme dit Stine, exactement, qu'on a un peu connu. Moi, j'en ai aussi connu des passages comme ça sur TF1 où tout le monde est sur le, tout le monde est sur le qui-vive pour faire face. Non, ouais, c'est une histoire assez pépite. Là, tu as rejoint Worklife, Farah, il y a combien de temps déjà? Ça fait 1 an maintenant. Ça fait 1 an, ouais. Ça fait 1 an, je me souviens, on s'était croisés cette fameuse soirée TPC et on avait échangé là-dessus. Et en fait, moi, ce qui me paraît intéressant, c'est que tu es arrivé à un moment de la vie de Worklife où ça y est, ils ont les moyens, ils ont un market fit qui est incroyable, ils ont des équipes, et en fait, toi, tu dois aider à scale. Et pour ça, tu as besoin de mettre en œuvre une orga qui va permettre ça, grâce à toute ton expertise, d'arriver avec ton expertise et de mettre en œuvre cette orga. Et en fait, moi, ce qui m'a intéressé, c'est qu'on rentre un peu dans le détail de ce que tu as pu mettre en place en termes d'orga, en termes de méthode, de rituel, dans l'équipe tech pour arriver à faire face à vos challenges. Yes. Alors, à vrai dire, on est en cours en chantier, on n'a pas fini. Donc, ce que je vous raconte aujourd'hui est clairement pas à calquer automatiquement, mais surtout à voir ce que vous pouvez prendre de chez nous. Et d'ailleurs, n'hésitez pas même à m'écrire s'il y a des choses que je raconte ici qui vous intéressent ou même qui vous interpellent. En fait, moi, j'arrive, et tu l'as très très bien dit, Worklife est une boîte qui a toujours eu énormément de potentiel et qui, il y a 1 an et demi, a été rachetée par le groupe Crédit Agricole. Elle a été rachetée par le groupe Crédit Agricole parce qu'il y a un énorme asset technologique, parce qu'il y a déjà du trust de gros clients comme Amazon, par exemple. C'est aujourd'hui un de nos clients. Et en fait, Crédit Agricole vient avec une vraie vision, ambition pour cette boîte. Et c'est une boîte tech. Donc, en fait, le cœur du moteur, c'est ces équipes-là, ces équipes de développement, ces équipes infra, etc. Et en fait, moi, le premier défi que j'ai eu à travailler sur, c'était de s'assurer que cette équipe-là, elle comprenne
les enjeux clients, et que les équipes qui sont client-facing, donc du coup support, CSM, account management, etc., comprennent aussi l'apport de cette équipe technique. Donc, c'était pas du tout un challenge qui était facile, parce que pour vous donner une idée, quand je suis arrivée, on avait un temps de réponse pour le support qui était juste énorme, parce que les équipes ne se comprenaient pas, clairement. Et donc, du coup, moi, une des actions concrètes que j'avais mis en place à l'époque, et qui est d'ailleurs toujours en cours, c'est que j'ai mis en place une support rotation, qui aujourd'hui est en place tous les jours. On a une personne dans les équipes qui s'occupe du technical support, et par la suite, il y a également, on a mis un flux de ticketing pour que les équipes qui sont, eux, client-facing, ne viennent plus pinguer les gens en personne ou sur un channel et l'information elle est perdue, etc. Mais que du coup, on récupère toutes leurs demandes sur des tickets qui vont, eux, nous créer directement sur Linear, d'ailleurs via Slack. Et la personne qui est en charge du support rotation, elle va s'occuper des tickets support de la journée. Et ça, d'ailleurs, cette action-là, elle a fait 3 points clés. Le premier, c'est que du coup, mes équipes comprenaient davantage les problématiques du client parce que tout le monde touchait aux problématiques du client. C'était plus qu'une seule personne ou deux qui était bienveillante ou que les personnes avaient en tête et la pinguaient. Et de l'autre côté, les équipes support se sont dit « Ah mais oui, les équipes tech, en fait, ils nous aident. En fait, c'est bon, je peux avoir ma réponse et je peux aller plus vite. » Et derrière ça, concrètement, qu'est-ce qu'on a fait? C'est qu'en fait, on a réduit le temps de réponse par 10. C'est énorme. Donc, du coup, c'est-à-dire que maintenant, on a vraiment un vrai impact qui se voit et qui est quelque chose de tangible des équipes techniques sur la customer satisfaction. Et ça, du coup, ça montre réellement l'enjeu des équipes techniques pour le business et pour l'expérience utilisateur. Et en fait, on est rentré maintenant dans une deuxième phase, pour tout vous dire sur ce sujet-là, qui est de se dire comment on fait en sorte que quand on nous demande des choses qui ne sont pas des fonctionnalités qu'aujourd'hui on a et qui sont développées, de ne pas faire des briches ou de ne pas faire trop d'efforts qui en fait vont nous coûter super cher, mais plutôt d'aider le product et les équipes customer support, CSM, AM, etc. à savoir que c'est des fonctionnalités qu'on n'a pas et qu'il va falloir développer. Et du coup, en fait, pour ça, du coup, il y a tout un travail qui a été fait également au niveau de la boîte pour qu'on ait maintenant un framework de priorisation qui soit transparent, visible à tout le monde et qui soit sur les mêmes KPI, on va dire, qui en fait, il se matérialise sur 3 points clés. Le premier, c'est que si on n'a pas de feature, est-ce qu'elle va avoir un impact sur le revenu? Est-ce qu'elle va avoir un impact sur l'expérience utilisateur et donc du coup la CSAT, la Customer Satisfaction? Et est-ce qu'elle va avoir un impact sur le saving? Donc en gros, est-ce qu'on va gagner du temps parce que maintenant on n'aura plus de support à faire? Et la quatrième métrique, c'est quoi la complexité pour la mettre en place? Et en fait, avec ces 4 éléments-là, on fait un scoring. Et ce scoring-là, il est transparent pour toutes les équipes. Et du coup, ça fait aussi que les choix sur lesquels les équipes techniques travaillent, ils sont compris par tout le monde. Parce qu'en fait, c'est les mêmes règles pour tout le monde. On ne va pas dire « Oui, Toto, il crie trop fort, donc du coup, on va prioriser sa problématique. » Non, on va dire vas-y, remplis le framework sur les 4 métriques, comment tu les impactes. Et en fait, typiquement, si tu vas avoir beaucoup de revenus, mais qu'en fait, zéro saving et ça ne va pas avoir d'impact sur la customer satisfaction, mais en fait, ça nous coûte super cher en développement, et tu sais que ta demande ne sera absolument pas priorisée, ou en tout cas, elle sera en bas de la liste. Donc voilà, tu vois, c'est des améliorations, que ce soit opérationnelles, mais aussi stratégiques, qui font que du coup, les gens vont comprendre davantage pourquoi on fait certains choix et les équipes techniques comprennent aussi pourquoi on doit vraiment s'assurer que l'expérience utilisateur, elle est au top et qu'on soit réactif aux demandes de nos clients. Mais ça, du coup, ça demande un alignement assez fort entre les équipes techniques et les équipes, les autres équipes. Est-ce que tu as quoi comme rituel en place? Est-ce qu'il y a des présentations de ce qui se passe, des réunions en amont avant de démarrer un sprint? C'est quoi ce que tu as en place actuellement? Alors, ce qu'on a en place, c'est que du coup, la première chose, donc si on revient à cette fameuse rotation, on a un point qui est mensuel avec les équipes support, CSM, et dans lequel en fait on revoit les KPI
Par exemple, on va voir combien de demandes entrantes on a eu de l'équipe. Ça déduit combien de vraies actions, nous, côté tech. Et on va regarder, par exemple, l'impact du coup sur la CSAT, l'impact sur le temps de réponse pour les équipes et l'impact aussi pour nous sur combien on a fait, par exemple, de demandes, on a traité de demandes support versus combien on a créé de features. Parce que, bien évidemment, en fait, quand on va répondre au support, ça veut dire qu'on ne va pas pouvoir être partout. Donc, c'est qu'on a priorisé ce sujet-là. Et on va également faire une revue de tous les incidents ou en tout cas des problèmes récurrents pour que par la suite, ces problèmes-là, ils puissent être créés en tant que candidat pour la roadmap, ce que je disais tout à l'heure. Donc ça, c'est vraiment un rituel qui est fait tous les mois. Et d'ailleurs, ce rituel-là n'est pas uniquement au niveau des équipes, mais il est également au niveau du COMEX. C'est qu'en fait, les points qui sont revus là pendant tous les mois, au niveau du COMEX, on va revoir c'est quoi les plus gros incidents, c'était quoi les impacts, et donc du coup, est-ce qu'il ne va pas falloir revoir la roadmap pour qu'on réajuste notre vision par rapport à cela. Et après, au niveau des équipes de développement en elles-mêmes, en fait, on a des sprint planning qui sont toutes les 2 semaines. Et pendant les sprint planning, en fait, avant, on se disait c'était quoi la capacité d'un dev et on priorisait juste l'estimation qu'il fallait par rapport au nombre de devs qu'on avait pour le sprint. Maintenant, on sait avec ces KPI-là fameusement combien on a d'efforts sur le support par mois et on connaît même les saisonnalités. Donc ça, c'est génial. Et donc, du coup, au lieu de prendre 100% de nos capacités pour les sprints, on va à chaque fois se dire combien on doit déduire du sprint pour pouvoir assurer que le support fonctionne normalement. Et donc, du coup, on ne over-promise pas sur nos sprints et vraiment, on garde le temps qu'il faut pour le support et pour cette fameuse support rotation. Donc, tu vois, c'est très compliqué, mine de rien, dans les équipes par la suite. Et du coup, c'est ça qui fait que ça fonctionne mieux. Est-ce que tu dirais que le fait de... Question un peu provoque, mais le fait d'avoir été racheté par un grand groupe, d'avoir un peu les coups des franches, un peu de latitude, etc. Est-ce que ça vous fait gagner, en fait, est-ce que ça vous fait acheter du temps? Est-ce que ça vous permet de prendre le temps de mieux développer, tu vois, de mieux s'aligner et de pas juste être dans cette temporalité qu'on connaît en startup où il faut shipper. Alors, pour répondre à ta question, même si je pense qu'il n'y a pas une réponse unique, tu vois, parce que chaque boîte, elle va être différente, etc. Mais en tout cas, si je peux parler du cas de Worklife, je pense que clairement, le rachat par Crédit Agricole n'y est pas pour rien. Ça, c'est sûr. Parce que ça nous ramène quand même une base solide où on sait qu'on a une vision à long terme à assurer. Et ça, c'est une énorme chance que nous avons aujourd'hui, surtout compte tenu du contexte actuel pour la tech et pour le financement. L'autre point, c'est qu'en fait, de toute manière, par rapport à mon expérience de tout ce que j'ai vu dans toutes les boîtes de scale, en fait, quand tu arrives dans une phase de scale, c'est une phase un peu inévitable où soit tu t'assures que tu as ce que moi j'appelle le cercle vertueux de la qualité, soit en fait, tu vas avoir le cercle inverse. Et du coup, juste pour illustrer mes propos, c'est quoi le cercle virtuel c'est quoi le cercle vertueux de la qualité? C'est quoi ce cercle vertueux? C'est qu'en fait, tu vas avoir, si tu as une bonne qualité de ce que tu développes, ce qui va se passer, c'est que tu vas avoir une satisfaction client qui va être importante. Parce que le client, il va voir que tu fais non seulement de l'innovation, mais qu'en plus de ça, ce que tu lui proposes, il est qualitatif. Il n'a pas des frictions sur son expertise, sur son expérience. Et en fait, le client qui va se dire, c'est génial, j'ai un produit qui est innovant, mais qui est aussi avec une bonne expérience, il va en fait promouvoir ta solution. Et donc, du coup, toi, tu vas plus devoir à faire juste du growth en allant chercher des nouveaux leads, mais en fait, tu vas avoir du growth qui va être plutôt de base, qui est fait par tes clients, qui sont en fait tes meilleurs promoteurs, parce qu'ils vont être là, ils vont dire, regardez, incroyable, Worklife, non seulement ils sont innovants, en plus ils vont vite, mais en plus de ça, c'est qualitatif. Donc, ils vont te ramener des nouveaux clients et ça va être vertueux et tu vas pas avoir de churn parce que du coup, ces clients-là, ils vont pas aller voir ailleurs. Et ça, c'est tout l'enjeu du scale. Parce que pendant que tu veux grandir, tu veux pas perdre tes clients. Sinon, en fait, tu vas te retrouver avec un panier qui est troué. Et tu veux pas non plus que tu aies des clients qui parlent mal de toi
parce qu'en fait, eux, ils vont faire partir des gens qui pourraient potentiellement être intéressés par ta solution. Et c'est pour ça que du coup, tu n'as plus, moi, à mon avis, en tout cas par rapport à tout ce que j'ai vu en termes de scale, moi, je n'ai pas connu, en tout cas par mes expériences, des boîtes qui ont scale sans avoir cet ADN qui est la customer experience et la qualité de base, en fait. Et d'ailleurs, pour aller même plus loin, en fait, si tu te retrouves avec du développement qui est moyen, avec pas mal de bugs, qui n'écoutent pas ses clients, en fait, tu vas te retrouver dans des équipes techniques qui vont être sous pression parce qu'ils vont avoir tout le temps des problèmes et des problèmes qui vont être vus par les équipes support, donc du coup, qui vont être plutôt réactifs. Et en fait, du coup, c'est les équipes techniques qui apprennent qu'il y a déjà des problèmes qui sont en cours et donc qui courent derrière ces problèmes-là et donc ils n'ont plus la tête à faire leurs features d'une bonne manière. Et donc, tu te retrouves à T'enrayes ta machine, quoi. voilà. T'enrayes ta machine si tu mets de gros efforts sur l'acquisition avec le marketing et le sales avant d'avoir mis l'effort sur la rétention et la satisfaction client. Exactement. Je pense, c'est intéressant. Je pensais que c'était très propre à l'early stage, en fait, de penser comme ça, tu vois, de penser d'abord rétention et ensuite on lève des gros fonds et bam, on envoie de l'acquisition. Mais là, ce que tu me dis, c'est que, en fait, c'est le cas aussi en phase de scale, quoi. C'est le cas aussi en phase de scale. Il faut vachement penser customer satisfaction. Donc, ouais, non, c'est assez intéressant, Farah. Et du coup, ouais, enfin, il y a aussi, je pense, un peu une question qui est revenue là dans le chat et qui revient très souvent, c'est celle de la dette technique. Pareil, ça fait partie de la qualité. Comment vous gérez ça? Tu sais, tout à l'heure, je parlais du fameux framework pour prioriser les projets. Et en fait, malheureusement, moi, je pense en tant que CTO et même en tant que tech toujours, quelle que soit la position, on fait souvent l'erreur de parler de nos sujets tech juste d'une vision tech et on n'arrive pas assez à démontrer la valeur business. Et en fait, nous, ce framework-là dont je vous ai parlé tout à l'heure, il fait qu'aujourd'hui, on n'a aucun sujet de la dette technique qui n'est pas tourné, phrasé d'une manière à ce que ça soit, en fait, qu'il y ait un enjeu business. Donc, je vais parler d'un sujet, par exemple, aujourd'hui, on sait qu'on aimerait mieux gérer tout ce qui est asynchrone, parce que c'est comme ça qu'on va s'assurer que notre gestion des tâches, elle est faite d'une manière fiable. Et en fait, ça, si je le dis comme ça à mon CEO, clairement, il va me dire, écoute, Farah, tout ce qui est asynchrone, tu iras le faire après avoir fait tous les features et puis on en parlera. Mais en fait, si j'arrive à dire, écoute, il y a eu tel et tel incident. Et tous ces incidents-là, c'était parce qu'on ne gère pas bien l'asynchrone. Et en fait, la gestion de l'asynchrone, ce n'est pas une gestion d'asynchrone, mais c'est plutôt comment assurer que ton taux d'acceptance sur le paiement, il soit plus important. Et en fait, le discours, il n'est plus du tout le même. Et d'ailleurs, quand on parle par la suite en fait, on a besoin de faire plus de revenus, est-ce que je peux gérer l'asynchrone si j'ai plus de revenus? Non, en fait, parce que si je vais avoir du flux davantage, en fait, sur la gestion de l'asynchrone, je vais être encore pire. Et donc, du coup, je ne vais pas pouvoir gérer le scale. Donc, en fait, je gagne un point. Est-ce que ma satisfaction client, elle augmente? Oui, regarde tous les incidents que ça nous a fait. Donc, clairement, ça a un impact. Est-ce que j'ai des savings? Clairement, parce qu'aujourd'hui, à chaque fois que l'asynchrone n'est pas fait normalement, il va falloir que je retourne récupérer toutes les logs et retry les appels à la mano. Et donc, du coup, ça va me prendre du temps aujourd'hui qui est sur le temps support. Et donc, du coup, avec déjà rien que ces 3 points-là, j'arrive à bien prioriser mon sujet et le sujet, il devient un enjeu. Et d'ailleurs, pour la petite anecdote, moi, j'avais beaucoup peur au départ parce que mine de rien, oui, on est en mode startup et aujourd'hui, on a une dette technique chez Worklife. Ça serait comme toutes les boîtes tech, ça serait dommage de ne pas dire la vérité là-dessus. Mais en fait, le truc, c'est que aujourd'hui, on a tellement travaillé avec les autres équipes qu'aujourd'hui, moi, je me suis retrouvée il y a 2 ou 3 semaines pendant un COMEX où c'était toutes les autres C-level qui étaient là en mode non mais les gars, on va arrêter de faire des features, on va faire que la dette technique. Moi je suis et en fait moi je n'avais même pas à aller dire la dette technique c'est important. Donc, je veux ma prime de fin d'année, faisons de la dette technique. mais en fait parce que les gens ils comprennent que si on le fait pas, en fait lui le sales il peut plus vendre. Si on le fait pas, le customer support il va devoir recruter 3 fois plus parce qu'en fait il y a plus de problèmes. Et du coup, tout le monde comprend qu'il y a un vrai impact business.
Et ça, pour moi, c'est vraiment comment on fait pour changer le discours, parler plus le langage des autres et savoir du coup s'adresser pour me faire que c'est des sujets qui sont pas, d'ailleurs, moi je ne dis pas qu'il y a une dette technique, c'est une dette technique et produit. Parce que généralement, ça empiétine aussi sur l'expérience utilisateur et donc sur la qualité du produit qu'on offre. Ouais, non, c'est pas mal de le formuler comme ça, comme le dit Or, c'est vraiment top. Sinon, c'est juste vu comme chiant qui pompe de la vélocité pour rien. Mais oui, c'est vrai que ça peut être le cas un peu partout. Tu as ton équipe technique qui est là, juste entre eux, en train de régler la tête, et puis ça dure 2 semaines de plus que ce qu'ils avaient prévu. Il y a aussi une autre question, c'est celle de la modernisation de la stack. C'est une question que je pense se pose un peu toutes les équipes techniques. Prendre le temps de moderniser, utiliser de nouvelles librairies, la nouvelle version de JavaScript ou autre. Comment est-ce que vous gérez ça? Alors, c'est tellement une très bonne question. Juste pour une petite histoire, quand je suis arrivée chez Worklife, je me suis rendu compte qu'on avait une équipe de dev avec 2 développeurs et CTO ici. Ayez de la compassion pour nous parce que bien sûr, avant, il n'y avait pas forcément toute une structure, etc. Donc, on a dû faire quelques choix. Mais moi, quand je suis arrivée, il y avait 2 frameworks pour le front, du Vue et du React et 2 développeurs. Donc, imaginez Et en plus de ça, extra layer, sur Vue, on était sur une version depreciated depuis qui allait être depreciated le mois où je suis arrivée, en décembre. Et en plus, la migration n'a jamais été prise. Donc, du coup, bon courage pour aller prioriser avec uniquement 2 front-end un projet aussi colossal qui va toucher à toute ta base de code sur un framework qui est déjà depreciated. Donc, du coup, le risque est énorme. Et en fait, tu n'as pas le temps. Donc, il y a eu un énorme travail qui a été fait de dire, en fait, aujourd'hui, et en fait, ça tombait bien parce qu'avec le product, avec mon CPO Clément, on s'entend super bien. Et en fait, avec le product, il me disait, mais je comprends pas pourquoi à chaque fois que je demande un truc côté front-end, ça me prend énormément de temps, alors qu'en fait, c'est que dalle, ce truc-là. Ça devrait être 1 semaine, ça devrait être plié, et tes équipes me disent 4 semaines, je comprends pas. Et en fait, du coup, ça nous a aidé ça, de dire, en fait, écoute, c'est parce qu'on est sur un truc qui est depreciated, donc c'est très difficile de le maintenir. Et en fait, vas-y, on prend ça comme une opportunité et on fait évoluer le framework. Donc, suite à ça, on a eu vraiment un choix qui était fort de dire, en fait, on peut plus vivre comme ça. Il faut qu'on récupère une personne en plus. Donc, on est allé chercher une personne en free en plus. On va renforcer les équipes et on va commencer à travailler sur ce sujet d'une manière douce, sans impacter énormément le product, mais sans non plus dire, en fait, on va travailler là-dessus, voilà, sans le dire. Donc, on a priorisé le sujet de telle manière, on a commencé à travailler dessus depuis le mois de janvier dernier. Petit à petit, tous les mois, on faisait quelques améliorations. On a travaillé aussi avec les équipes DevOps pour que tout ce qui est mise en production des changements, elle soit smooth et qu'on pense à la rétrocompatibilité, etc. Et la bonne nouvelle, c'est que ce mois-ci, donc là, on est 31 octobre, il y a 1 semaine, mes équipes ont fini la migration. Donc, je suis ultra fière parce que c'est un travail énorme qu'on a pu faire tout au long de ces 10 derniers mois et qu'on a pu faire et on a montré aux produits, aux équipes, même à mon CEO, qu'en fait, on ne peut pas ne pas garder du temps pour les améliorations continues. Et donc, du coup, là, ce qu'on a fait, suite d'ailleurs à l'apprentissage de cet incident-là, c'est que maintenant, on a prévu on prévoit dans le temps de développement qu'on a, dans nos sprints, dans le cycle, etc., 10% pour l'amélioration continue, pour se mettre à jour sur les frameworks, sur les libs, pour s'assurer que s'il y a une breach sécurité sur tel ou tel framework, on la mette à jour dans les temps, etc. On a mis aussi des outils qui détectent automatiquement les mises à jour et qui, du coup, nous poussent à le faire au fil de l'eau. Donc, mais ça, voilà, c'est arrivé au bout de 10 mois de travail, again, et surtout, pour moi, d'évangélisation de ces sujets-là. Parce qu'en réalité, ces sujets-là, on peut toujours les prendre côté tech sans dire, sans crier, sans les crier sur tous les plats, etc., dire on l'a fait, etc. Mais pour moi, c'est important de le valoriser parce qu'en fait, c'est en le valorisant que les gens ils comprennent quels sont les pain points et pourquoi c'est important de le faire. Donc, voilà. Mais il y a quelque chose, je me suis toujours demandé pourquoi c'était pas. On bosse dans des boîtes tech. Pourquoi pas vulgariser, enseigner la tech en fait, en interne, de manière continue. Enfin, je veux dire, tu es au marketing dans une startup qui vend un produit tech.
ou au HR ou peu importe, si tu veux vraiment bien faire ton taf, ça me semble quand même indispensable d'aller dans le détail, quoi, d'aller comprendre vraiment ce qu'il y a derrière la machine. Mais totalement. Après, le Tu truc, tu peux pas être enfin, c'est peut-être une piètre comparaison, mais tu peux pas être vendeur chez Volvo et pas comprendre ce qu'il y a dans le moteur de tes bagnoles, quoi. écoute, sincèrement, on est 1000 fois d'accord. Et surtout qu'on entend toujours, et tu vois, moi-même ayant travaillé toute ma life dans des boîtes tech, j'ai toujours entendu des équipes de tout environ qui disent non mais moi je suis pas tech, je vais pas comprendre ce que tu fais. Et pourtant c'est les mêmes équipes qui vendent tes solutions. Après, pour ne pas mettre la faute aussi sur les autres équipes, en fait je pense que c'est souvent une responsabilité qui est partagée. Il y a les deux parties qui doivent faire un bout de chemin pour qu'à la fin on puisse se comprendre collectivement. C'est aux équipes business de comprendre pourquoi la tech est comme ça et qu'est-ce qui fait qu'on en est là. Et c'est aux équipes tech d'aller évangéliser, vulgariser ce qu'ils font pour que les autres comprennent pourquoi ils font certains choix. Et tu vois, le problème avec ça, c'est que autant les équipes business, on peut rien y faire. C'est pas chez nous. Tout ce qu'on peut faire, c'est passer les messages. Et je pense que les gens, l'habitude, la plupart des gens sont plutôt bienveillants. Donc, si on parle bien, ça se passe bien et les gens, ils vont finir par s'intéresser. Mais pour moi, je pense que le problème, c'est que souvent, dans les équipes tech, on a des personnes qui n'aiment pas aller sous les projecteurs, qui n'aiment pas aller parler de ce qu'on fait. Et pourtant, c'est crucial, en fait, pour que eux, ils travaillent dans un bon environnement. Et chez Worklife, moi, je fais beaucoup d'efforts pour que mes équipes prennent davantage la parole. Par exemple, tous les lundis, on a des company weekly pour partager aux équipes les updates, etc. Et on a des focus. Je fais tout pour que mes équipes aillent présenter qu'est-ce qu'on fait pendant les focus. Par exemple, la semaine prochaine, on va faire toute une présentation sur comment l'amélioration de notre couverture de test, elle rend plus rapide les mises en production, par exemple. Là, on a eu aussi un Company Day il y a une semaine et j'ai poussé mes équipes back-end et DevOps à faire une présentation pour montrer tout le travail qui a été fait sur la dette technique pour améliorer la réponse sur la gestion des paiements. Et en fait, ça, c'est un travail continu. Et moi, je peux te dire, quand je vais voir mes équipes et je leur dis, vas-y les gars, on fait une presse, premier, ils me regardent, ou d'ailleurs même les meufs, la première me dit, non mais Farah, moi j'aime pas faire ça, je sais pas faire, c'est une skill que je n'ai pas, je ne sais pas faire. Et je dis, mais vas-y, on va le faire. Et tu vois, pour les présentations de mes équipes, par exemple, la semaine dernière, on est resté jusqu'à 19h, j'ai fait avec eux tout le pitch, on a revu les slides, et le lendemain, mais toute la boîte a compris, et même le CEO est allé les voir et leur a dit, les gars, bravo, c'est génial, j'ai tout compris, c'est trop bien ce que vous avez fait. Et ça, c'est un travail qu'on doit inculquer dans nos équipes. C'est plus une culture, again, malheureusement américaine, un peu à la one-man show, le storytelling, etc. Et je dis toujours à mes équipes, c'est pas du fake it till you make it, c'est make it, but talk about it, c'est différent. Voilà, parle de ce que tu fais. Mais voilà, c'est une culture, c'est une manière de faire qui aujourd'hui, on doit inculquer dans nos équipes tech. Il y a probablement beaucoup de situations d'incompréhension, tu vois, de petites tensions qui s'élimineraient comme ça, je pense, avec plus de communication, mais dans les deux sens, tu as raison. Bon, le temps court, c'est passé trop vite. Dernière question, dites-nous dans les commentaires combien vous nous mettez sur 5 sur ce talk et surtout ce que vous en avez pensé, c'est surtout ça, ce que vous en avez pensé, à quel point vous a paru intéressant de creuser. Ouais, la petite dernière question, c'est, voilà, tu as quand même tout ce parcours, tu as connu du scale, du descale, de la boîte un peu rachetée par un grand groupe, enfin bref, il y a beaucoup de choses. Toi aujourd'hui, tu dirais, pour être un peu un tech leader, tu as développé quelle qualité vraiment importante? Alors, je pense que la qualité, c'est de comprendre les enjeux des autres. Ça, c'est pour moi le plus important. Nous, on ne fait pas de la tech pour faire de la tech, on fait de la tech pour faire du business. Et on parlait de tout à l'heure, comment faire en sorte que les autres comprennent ce qu'on fait, etc. Je pense qu'aujourd'hui, si je ne posais pas les questions de comprendre pourquoi le marketing il veut telle ou telle chose, ou le product, etc., je pense qu'on n'aura pas le même positionnement. Parce que par la suite, on est en capacité de développer de l'empathie, un discours qui est plutôt orienté aussi, et on va y arriver à
du coup plus séduire les autres équipes et aussi plus arriver à évangéliser ce qu'on fait. Donc vraiment, pour moi, c'est certainement la chose que j'ai le plus développée ces 10 dernières années. Et, la deuxième chose, c'est la prise de parole. Merci encore à toi de m'avoir permis d'être là aujourd'hui, mais moi, ça fait maintenant quelques années que je prends la parole sur pas mal de médias, que ce soit des talks, des podcasts, voilà, des confs, etc. Et ça mène énormément aussi parce que pour présenter mes équipes et pour leur permettre de prendre la place qu'il faut, je dois les défendre au quotidien et je peux pas les défendre en silence. Donc, j'ai besoin de développer mes capacités à bien parler et à le faire bien. Donc, ça, c'est le deuxième truc. Et puis, le troisième, que je pense dans tous les cas, si tu es dans la tech, tu dois l'avoir. Et si tu l'as pas, il faut absolument que tu le développes. Mais je dirais pas que je l'ai développé, mais que je continue à le travailler. C'est continuer à apprendre tous les jours. Tous les jours, il y a des nouvelles choses. Là, par exemple, on voit tout ce qui est IA qui sort, qui est partout. Si on s'intéresse pas à ces sujets-là aujourd'hui, je sais pas qu'est-ce qu'on fera dans 10 ans dans la tech. Donc, on est obligé en tant que tech person ou tech leader encore plus de s'intéresser à tous les jours ce qui se passe sur le marché et d'aller comprendre, mais comprendre dans les détails, pas d'une manière vraiment juste voilà, les artifices, mais vraiment comprendre de bout en bout. Et moi, c'est comme ça aussi par la suite que je peux challenger mes équipes. Parce qu'il faut se dire que moi, j'ai pas eu une énorme expérience hands-on, mais pourtant, aujourd'hui, j'arrive à challenger mes équipes et ça, je le fais parce que je vais aller comprendre, je pose des questions et je m'assure que j'apprends de ce qu'ils font. Et d'ailleurs, ils me font énormément grandir. Je les remercie énormément. Je vois qu'il y en a certains qui sont aujourd'hui là en commentaire, qui mettent des commentaires et qui réagissent avec ça pousse des offres d'emploi, ça recrute. Ils sont géniaux. Ça fait le boulot à ta place. C'est les meilleurs. Non, mais sincèrement, mes équipes, moi, je pense qu'aujourd'hui, on ne peut pas grandir si on ne s'entoure pas des meilleurs. Et moi, j'estime que j'ai beaucoup de chance d'avoir l'équipe que j'ai aujourd'hui chez Worklife. Écoute, canon, ça sera le mot de la fin. Merci à tous. Farah, moi, j'ai trouvé ça, comme le disaient certains, 10 sur 5, excellent. Non, nous, c'est vraiment le plaisir, l'honneur était pour nous de t'accueillir et puis on se reverra très probablement sur d'autres plateformes et d'autres moments TPC. Donc, merci à toi, merci à tous. Je vous invite à rester en contact parce que là, les 2-3 prochains talks avant la fin d'année, ils vont être incroyables. Et je pense à celui aussi d'Arnaud Lemaire, CTO chez Sunday, qui arrive très vite. Donc voilà. Restez connectés. Merci beaucoup, Farah. Bon appétit à tous. Merci à la communauté. Très bonne journée. Au revoir. À bientôt.